60 minutes. Win this game for one another. On l'a dit, on sort pas d'une semaine très glorieuse dans l'équipe en termes de pronos. Je crois que c'est même la pire de l'histoire, hein, on peut le dire, en moyenne. Parce que bon, maintenant on est 5 à jouer, donc il n'y a peut-être pas les mêmes chiffres, mais... Tu vas donner les scores individuellement, parce qu'on peut garder les scores qui sont sur le bandeau. Hein. Je pense que c'est pas la peine de donner. De toute façon, les scores individuels, ils sont marqués sur ma feuille. Je suis tenu contractuellement. Généraux, pas de la semaine. Non, je suis tenu de les annoncer. Je suis navré. Donc Alain fait 3. Voilà, je le dis en rigolant, mais c'est terrible, je compatis tellement. Non, mais en fait, ça sent le vécu, non? Déjà, je crois pas que ça me soit arrivé. Ah bon. Mais déjà, donc toi, Raph, toi et moi, on est à 5. Et déjà, à 5, je suis pas bien. Mais connaissant Alain et connaissant son désamour de la défaite, je compatis vraiment. Bon, il y a eu quelques surprises. Je disais à Camille, il n'y a eu que 13 matchs. On cherche des excuses. Déjà, et puis il y a eu des upsets, il y a eu des choses qui sont jouées à peu. Bref. Et Camille fait 6. Meilleure semaine pour Camille. Camille qui remonte dans le classement. Donc Alain à 83, Raphaël à 84. Camille prend la 3e place. J'avais pas vu qu'il y avait la petite caméra. À 86. Tu t'es mis. Fabuleux. Donc Camille à 86 à la 3e place. Tu es à 91 et je suis à 95. Je garde 4 points d'avance pour l'instant. Il va falloir qu'on se ressaisisse tous de toute manière. Et on va commencer avec cette semaine 11 dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Cleveland Browns 3 victoires 6 défaites, Pittsburgh Steelers 5 victoires 4 défaites, un joli match de division AFC Nord. Ça s'annonce assez serré sur le papier finalement. Tu vas voir dans ce podcast, j'ai quelques stats records qui peuvent tomber, notamment. D'accord. Alors toujours les records américains, ça c'est les matchs joués à une main le jeudi en noir. Bon bref. Okay. Le fait est que Jarvis Landry pourrait devenir le joueur avec le plus de passes captées sur ses 6 premières saisons devant DeAndre Hopkins s'il fait 2 réceptions. Donc voilà, se dire que Jarvis Landry a été souvent très utilisé comme receveur. C'est plutôt mérité. Il a été précieux contre Buffalo en plus, donc on est d'accord. Et puis son passage à Miami avait été étincelant aussi dans ses premières saisons. Donc, paradoxalement, il est plus précieux que Beckham cette année avec Cleveland. C'est vrai, étonnant, mais pourquoi pas. Beckham attend son heure, je pense. J'en sais rien. Attention au turnover quand même, parce que Pittsburgh a volé 26 ballons depuis le début de la saison. Comment il s'appelle ils ont le meilleur intercepteur de la ligue. Minka Fitzpatrick. J'avais Minka, mais j'ai oublié son nom derrière. Minka Fitzpatrick, 5 interceptions, meilleur intercepteur de la ligue. Voilà, c'est probablement un gros point fort pour les Steelers. Mais moi, sur ce match-là, dans les matchs serrés, je fais un peu comme Alain, je prends le meilleur quarterback et je pense quand même que sur ce match-là, c'est Baker Mayfield. Oh, c'est caché derrière Alain pour expliquer sa logique un peu fumeuse. Bonjour. Et puis c'est à Cleveland aussi, ça joue. C'est un match de division, les Browns viennent de gagner, mais ça s'est joué à un poil de fesses quand même. On était pas loin d'un turnover qui aurait pu définitivement tuer la saison des Browns et de Freddie Kitchens. C'est quand même beaucoup mieux coaché. Alors comme Raphaël, j'ai suffisamment cassé de sucre sur le dos de Tomlin pour reconnaître que là, en tout cas, avec 3 bouts de ficelle, en tout cas offensivement, il arrive quand même à sortir quelque chose de cette équipe. C'est vrai. Les Steelers sont mieux coachés. La ligne offensive des Browns reste la ligne offensive des Browns contre une équipe des Steelers qui est une des meilleures en termes de pass rush. Je pense que rien que ça devrait suffire. Et la ligne offensive est suffisamment capable de maîtriser Myles Garrett pour laisser du temps et à Mason Rudolph et à son backfield offensif de faire mouche. C'est pour ça que j'irai vers les Steelers, mais je vois pas Pittsburgh marquer 40 points sur ce match. Non, ça risque d'être assez serré et de toute façon... Un match moche, on peut le dire. Pas forcément, il y a des gens qui aiment ce genre de match. Un Thursday night un peu vilain. Ouais, mais tu vois, un peu à l'ancienne. Avec des grosses défenses et du jeu au sol. Dimanche à Browns pour moi, Steelers pour toi. Ouais. Dimanche à 19h, Carolina Panthers, 5 victoires, 4 défaites. Atlanta Falcons, 2 victoires, 7 défaites. Sais-tu qu'en 2002, les Falcons avaient battu Carolina 30-0 et 41-0. Il n'y a que 7 équipes dans l'histoire de la NFL qui ont mis un double shutout à une équipe adverse. Tu es en train de me dire que c'est prémonitoire? Je ne sais pas. C'est les stats qu'on me donne avant. Je vous distille ces stats. Au passage, servez-vous. Tu te souviens de cette saison 2002? Tu avais regardé? Pas vraiment. Bah voilà. Ça remonte un petit peu quand même. C'est vrai, mais bon, je pose la question. On a assisté au réveil tardif des Falcons la semaine dernière, certes, mais est-ce que ça veut dire que la fin de saison sera plus belle? Bah écoute, j'espère. En tout cas, la grande surprise, ma grande surprise, j'étais étonné, moi le premier, de voir cette capacité à créer du pass rush. Alors, en étant sorti de bye week du côté d'Atlanta, donc c'est aussi à prendre en considération. Dan Quinn, qui généralement ne prépare pas bien ses équipes, avec 15 énormes jours pour préparer ce match-là, donc... Voilà, face à une équipe des Saints qui est peut-être arrivée avec un complexe de supériorité, ça a été payant. Ouais. Je suis pas sûr qu'à Charlotte ce soit la même dynamique, on va dire.
Voilà, les Panthers, ils sont pas dans la même position que les Saints. Ils sont à la course pour aller chercher les playoffs. On est débarrassé du drama avec Cam Newton, parce qu'a priori, il ne rejouera pas de la saison. Non. Ce qui n'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, Allen a mérité de rester titulaire. Encore une fois, la ligne offensive des Saints est meilleure que celle des Panthers. Donc si Atlanta confirme son meilleur rendement, ses meilleurs ajustements défensifs depuis la bye week, il y a possibilité d'enquiquiner l'équipe. Je le répète, malheureusement, mais ça reste des matchs de division qui peuvent être assez serrés, où on n'est pas à l'abri des surprises. Atlanta, pour l'instant, n'a pas joué un seul adversaire de division. Ils peuvent terminer à 6-0 sans que personne s'y attende. Ils ont joué aucun adversaire de division. Il me semble. Ils n'ont pas joué les Saints. Non, mais je veux dire avant qu'ils jouent les Saints. Pardon, oui, si je contextualise pas, c'est compliqué. Oui. Avant, mais voilà, en l'occurrence, ils n'avaient pas encore affronté d'adversaire de division. Donc là, ils commencent la fin de saison, c'est quasi que ça. On n'est pas à l'abri de ce genre de surprise, mais en l'occurrence, sur ce match-là, je pense que Carolina a quand même un peu plus de facilité. Et je pense que déjà stopper McCaffrey sera quand même quelque chose d'assez tendu pour les Falcons, parce que sur le run-stop, ils sont pas terribles. C'est pour ça que j'aurais tendance à y aller plutôt vers les Panthers. De toute façon, tu n'aurais pas joué les Falcons. De toute façon, j'aurais pas joué. Bravo. Encore, tiens, petit hashtag record. Christian McCaffrey peut battre LaDainian Tomlinson, donc quand même un joli nom, en termes de passes captées pour un coureur au cours de ses 3 premières saisons dans la ligue. Avec 3 passes, il deviendrait le meilleur receveur, coureur, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, coureur capteur de passes. Oui. De l'histoire de la NFL, sachant qu'il reste 6 matchs dans la saison, donc a priori, il devrait le dépasser. Je pense aussi. C'est quand même une jolie stat. Il faut pas lui souhaiter, c'est vrai, mais c'est une jolie stat. Peut-être que Christian McCaffrey sera Hall of Famer. On ne sait pas. Oui, il en prend le chemin, en tout cas. S'il continue comme ça peut, et on le lui souhaite. Detroit Lions, 3 victoires, 5 défaites, un nul. Dallas Cowboys, 5 victoires, 4 défaites. J'ai trouvé Dallas très bon dans les airs face aux Vikings. On en a parlé juste avant. C'est vrai que... C'est pour ça que tu as mis un t-shirt des Vikings. Oui, c'est pas forcément pour ça, mais c'est en tout cas. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils sont beaucoup moins Elliott dépendants et que face aux Lions, ils vont peut-être avoir encore plus de place au sol que l'ont eu face aux Vikings. Donc, ils devraient pouvoir s'adapter pour appuyer sur leurs points forts dans ce match-là et réussir à l'emporter. Ouais, je sais pas si Matt Stafford joue, parce que je me suis fait un petit peu avoir la semaine dernière en misant Détroit sans être avisé de son absence ce jeudi. En l'occurrence, il y a toujours la même problématique avec les Lions, c'est qu'on ne sait jamais quel visage ils vont montrer contre des très gros. Voilà, ils sont capables de se sublimer sous Matt Patricia. Et contre une équipe de Dallas qui souffle également le chaud et le froid et qui est capable, de perdre face aux Jets, de perdre des matchs quand même relativement à leur portée depuis le début de la saison. Je ne sais pas trop quel visage ils vont montrer. Manque de pass rush contre une bonne ligne offensive de Dallas globalement. Ça me paraît un peu rédhibitoire pour aller chercher ce match. J'irais plutôt vers les Cowboys en l'occurrence. Moi aussi. Randall Cobb avait fait beaucoup de mal aux Vikings la semaine dernière, ancien adversaire de division quand il était chez les Packers. Il retrouve Détroit qu'il a bien connu aussi. Il devrait se faire un petit plaisir d'aller les taquiner. Indianapolis Colts, 5 victoires, 4 défaites. Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 5 défaites. Jacoby Brissett, a priori de retour pour les Colts. En tout cas, on nous a dit qu'il s'est entraîné avec l'équipe titulaire cette semaine. Normalement, il devrait être là. La défense au sol de Jacksonville n'est pas au top. Marlon Mack pourrait en profiter. Fournette en face veut peut-être avoir un peu plus de mal. Moi, sur ce match-up-là, déjà, je vois les Colts un peu plus avantagés dans le match-up. Ils sont pas sur une super dynamique, nos amis d'Indy. Alors en effet, ça coïncide avec l'absence de Jacoby Brissett, avec les soucis de santé également de T.Y. Hilton. Ça, je l'occulte pas au niveau du poste de receveur. Les absences, bien entendu. Alors il y a Malik Cooker, je crois, qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, en tout cas, voilà. Si on prend ne serait-ce que deux des stars offensives, en tout cas deux playmakers, forcément, ça interroge. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, on parlait de la ligne offensive tout à l'heure, des Chargers notamment. Je pense que la ligne des Colts, s'il y a bel et bien Jacoby Brissett qui va revenir, son rôle va être prépondérant parce qu'il va vraiment falloir lui laisser du temps et qu'il ne se retrouve pas sous pression face au Ngakoue, au Josh Allen, etc. Ils sont plutôt bons là-dessus pour l'instant. Depuis le début de l'année, les Colts, c'est une très bonne ligne offensive. On est d'accord. Mais en l'occurrence, offensivement, il faudra espérer que Brissett arrive à remettre vraiment Indianapolis dans le bon sens, ce qui n'est pas gagné. Jacksonville, je ne sais pas trop quoi en penser. En plus, c'est le premier match depuis le retour de Nick Foles. Je ne vais pas dire de bêtises. Ils n'étaient pas en bye week la semaine dernière en plus. Il me semble. Donc c'est pour ça, premier match de Nick Foles. Il y a beaucoup de points d'interrogation au poste de quarterback des deux côtés. Ils ont perdu. Oui, ils ont perdu contre Houston. Ouais, donc je pense que je pense que la semaine dernière ils étaient en bye. Donc c'est pas évident à analyser ce match. Non, il est serré sur le papier. Je te dirais les Colts parce qu'en effet il y a le retour du quarterback et bon.
Encore une fois, Jacksonville a souvent tendance à craquer, notamment sur les fins de rencontre. Donc, j'irais plutôt vers Indianapolis. Je ne les vois pas perdre 3 matchs de suite. Avec Houston qui peut possiblement s'éloigner, et surtout Tennessee qui revient dans la lutte. Ouais. Donc, j'irais vers les Colts, mais sans plus de conviction que ça. Est-ce qu'on est inquiet pour Adam Vinatieri ? Inquiet, Parce qu'il est quand même pas dans une il est pas dans la excellente forme réussite de sa vie, on est d'accord. Non, Maintenant, alors certes, il arrive à la fin de sa carrière, hein, c'est pas lui faire l'injure que de dire ça, mais quand même, les Colts ont redit là, qu'il lui faisait confiance, qu'il le maintenait et tout. Est-ce que c'est quand même pas le moment de se poser la question de la suite ? Il faut voir. Après, je pense que c'est plus compliqué. Alors, encore une fois, en NFL, c'est pas les feux de l'amour. Donc, de toute façon, si à un moment donné, voilà, c'est ça. Et on va pas faire dans le sentiment de par le fait que Vinatieri a 65 ans. J'exagère à peine. Mais en tout cas, non, pour l'instant, je suis pas spécialement inquiet. Je pense qu'il faudra vraiment qu'il se loupe sur 1 ou 2 matchs. On a vu qu'il y a une certaine période, Mason Crosby, par exemple, à Green Bay, avait beaucoup plus de mal. Et on lui a laissé un peu le bénéfice du doute, on dira. Peut-être que Vinatieri, en se sentant un petit peu soutenu, va se remettre d'équerre. Ça reste un kicker avec un gros mental. Après, il est quand même moins bon, c'est pas dur cette saison, que Josh Lambo, dont on parle pas beaucoup, mais le kicker du Jaguars, qui globalement est assez efficace cette année. Donc, d'un point de vue kicker, je sais pas si j'irai vers Indianapolis. Josh Lambo, est-ce que lui aussi il peut passer par les Chargers à une époque ? Il me semble. Il y en a plein qui sont passés par les Chargers, comme ils étaient nuls, on les virait toutes les 2 semaines. Il y en a un à Atlanta d'ailleurs. Qui a pas loupé beaucoup de coups de pied. Young Goku, là ? Oui, je crois que c'est lui, notre ami coréen. Voilà, donc Colts pour nous 2. Très bien. Miami Dolphins, 2 victoires, 7 défaites. Buffalo Bills, 6 victoires, 3 défaites. Alors, les Bills viennent de perdre leur match, les Dolphins viennent de gagner, d'accord. Mais bon, on va quand même dire que les Bills sont un peu plus réguliers. On ne s'avance pas trop en disant ça. Fitzpatrick face à une de ses anciennes équipes. Tu me diras, ça peut arriver souvent quand tu as joué dans 8 équipes différentes. Surtout que dans les équipes de l'AFC Est. En plus, manque plus que les Patriots. Tiens. C'est ça. Ce serait marrant que les Patriots signent à la fin de sa carrière une journée pour dire qu'il a fait le grand chelem. Il y a Tredavious White, 2 interceptions au cours des 2 derniers matchs face à Miami. Est-ce qu'il pourrait enchaîner par un petit 3e ? C'est loin d'être impossible. Après, tu l'as dit, globalement, Buffalo. Alors, c'est vrai que la défaite avec Cleveland me fait un petit peu mentir là-dessus, mais globalement, on sait que je vais me faire des amis chez nos fans français des Bills. J'étais très optimiste sur leur chance. Maintenant, c'est clair que le calendrier boursoufle un petit peu, on dira, leur fiche comptable. Maintenant, globalement, les matchs qu'il faut gagner, ils les gagnent, que ce soit de belle manière ou pas. Là, en l'occurrence, ils rencontrent des Dolphins qui sont en confiance, qui manifestement n'ont plus forcément besoin de tanker. Ou alors Brian Flores, il y a des malentendus, il se dit bon d'accord, on va la prendre, mais du coup on va finir 10e, bravo. Mais c'est sûr que sur ce match-là, je vois quand même la défense de Buffalo à l'image justement de Tredavious White, capable de freiner suffisamment l'attaque de Miami et de permettre à Buffalo d'enchaîner, de reprendre un bon rythme de croisière pour une 7e victoire cette année. Quels peuvent être les motifs d'espoir pour Miami sur ce match-là ? Les motifs d'espoir, c'est un peu toujours la même chose, c'est essayer de développer un maximum de jeunes, notamment défensivement. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Après, très franchement, quand je regarde en attaque, je vois vraiment pas grand-chose. C'était un peu ma question. Toi qui connais les 53 joueurs de tous les rosters NFL. Peut-être pas non plus, je t'avoue qu'à Miami, même à Miami, j'ai des failles. Ah ouais. Mais oui, non, on en est là-dessus. Après, de toute façon, ils auront 3 premiers tours de draft l'année prochaine. Donc voilà. Il y aura de quoi faire. En revue d'effectifs, c'est largement suffisant. Allez, les Bills pour tout le monde. Baltimore Ravens, 7 victoires, 2 défaites. Houston Texans, 6 victoires, 3 défaites. On a pensé à en faire le match de la semaine. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ces équipes-là précédemment et à raison. 2 quarterbacks impressionnants, on peut le dire. Et alerte record, attention. Deshaun Watson a lancé 18 touchdowns et a marqué 5 touchdowns au sol. S'il lance 2 et marque 1 au sol, il fera aussi bien que Cam Newton, son année de MVP, qui avait lancé en 10 matchs, c'est ça ? Ouais, en 10 matchs, il avait lancé 20 touchdowns et inscrit 6 touchdowns au sol. Tu es en train de me dire que Deshaun Watson fait une saison MVP ? Je suis en train de te dire qu'il est sur les traces d'un quarterback qui a été MVP avec des chiffres comme ça, quoi. C'est voilà. Après, ça replace quand même l'exploit qu'avait fait Newton en 2015. C'est 2015 ? Oui, je crois que c'est 2015, qui était quand même une année exceptionnelle. En face, Lamar Jackson qui a couru 700 yards, il en manque 80 à Ingram pour que les deux aient 700. Et là, pareil, on retrouve une équipe qui a été à succès, dira-t-on. Les Falcons en 2006 avec Michael Vick et saurais-tu me donner le coureur ? Warwick Dunn. Tout à fait. Voilà. C'est écrit sur tes fiches, j'imagine, mais je précise, je l'ai pas vu. Je l'ai pas regardé. Non, j'ai pas triché. Bon, ça va, tu ne triches pas alors, bravo. Tout ça pour dire que ces deux équipes qui performent énormément en attaque
quelle peut être la meilleure défense pour remporter ce match? C'est une excellente question. Les Texans, ces dernières semaines, se garnissent un peu sur le poste de cornerback. On sait qu'ils ont récupéré Garon Conley. Ils ont aussi signé Vernon Hargreaves, qui a été cuté il y a quelques heures Par par les Tampa Bay. Buccaneers, oui. Ouais, donc on verra s'ils arrivent à en tirer un peu plus que ce qu'avaient réussi à en récupérer les Bucks. Maintenant, tu vois, pour le coup, j'allais dire Deshaun Watson, il peut faire le record dont tu parlais, à savoir les 2 touchdowns à la passe et un au sol, parce que la défense des Ravens, elle est clairement moins dominante que les années précédentes. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable de provoquer des pertes de balles. Hein. On a vu depuis l'arrivée de Marcus Peters, c'est pas les pick six qui manquent. Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué, l'absence de Watt du côté du sol. Je te dirais quand même Baltimore me semble avoir un peu plus le dessus en défense, justement, de par ce que j'évoquais, le fait d'avoir 2 super corners avec Marlon Humphrey et Marcus Peters. Après, il va quand même falloir mettre un peu plus de pression contre la O-line des Texans qui, d'une semaine sur l'autre, montrent des visages différents. Ça peut passer. Après, et puis, il va falloir trouver un joueur du côté d'Houston capable de surveiller Lamar Jackson, et ça, c'est pas gagné non plus. c'est ça. Le fait est que, même sous pression de Sean Watson, c'est quand même plus que correct. Il y a quelques touchdowns qu'il a mis cette année en ayant un voire 2 mecs sur le dos, en se prenant un pied dans la tronche. Ouais, mais tu vois, on a vu sur des matchs où, voilà, forcément, c'est bête ce que je vais dire, mais voilà, il n'était pas magicien non plus. Je pense au match contre Carolina ou le match à Indianapolis, où forcément, quand il commence à être sous pression, voilà, il finit par craquer. Je pense que c'est pas comme Russell Wilson qui est vraiment capable de sortir un jeu de n'importe où. Deshaun Watson, il peut faire des exploits, mais voilà, il a un peu plus d'expérience. Voilà, il a peut-être ce grain de folie qu'a peut-être pas Russell Wilson. Ça peut mettre en difficulté, en tout cas, contre cette défense expérimentée de Baltimore. Ouais, donc folie dans le sens négatif du coup. Il devient fou, il fait n'importe quoi. Non, mais ce côté, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, cette facétie, cette possibilité d'évaluer toutes les. Bravo. Mais non, Russell Wilson n'est pas fou. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je vais prendre les Ravens aussi. Le fait qu'ils jouent à domicile aide un peu. Après, c'est honnêtement des matchs de 19h, c'est celui que je vous conseille de regarder parce qu'il promet d'être assez sympa. Voilà. Non, et puis les fans des Texans sont contents parce que généralement, quand je pronostique contre eux, ils gagnent. Parfait. Excellent. Minnesota Vikings, 7 victoires, 3 défaites. Denver Broncos, 3 victoires, 6 défaites. Dalvin Cook qui est déjà à quasiment 1000 yards. J'aime bien ce que fait Alexander Mattison aussi. Il n'était pas mauvais la semaine dernière. L'attaque des Vikings, qui de toute façon, avec un Cousins à ce niveau-là, fait assez peur. Je vois mal comment Denver peut, ne serait-ce que réussir à les arrêter et en plus faire mieux qu'en attaque. Brandon, il sort de bye week, je crois les Broncos. Avant ça. T'es sûr? Non? Ils n'ont pas joué la semaine dernière? J'ai un doute. Moi aussi. Oh là là, mais bon, tu me dis ça maintenant. Moi. J'aurais préparé l'émission. Bon, sinon, bref. Bon. En tout cas, voilà, Brandon Allen. Il a montré de bonnes choses. Je crois que c'était contre Cleveland. Très clairement, là, oui, ça va être quand même un test un peu plus costaud du côté de Minnesota. Et à domicile, les Vikes, surtout contre des équipes à leur portée, je les vois clairement pas craquer. Donc oui, je te rejoins, j'irais quand même plutôt vers Minnesota. Même si je pense que le jeu au sol de Denver peut un peu les enquiquiner. Oui, enfin même à 2, Lindsay et Morris. Je crois que tu allais me dire même à 2 défenseurs. Non, mais même à 2, Lindsay et Morris sont moins performants que Dalvin Cook tout seul. Et même, voilà, encore une fois, je trouve que l'apport de Mattison a fait beaucoup de bien. D'accord, je joue la même chose de toute façon. Vikings, tous les deux, effectivement. Je sais plus si j'avais une vanne à faire, mais je l'ai oublié, c'est terrible. Il oublie ses vannes, c'est incroyable. Ah, c'est bête. Bon, ça va me revenir peut-être. Washington Redskins, 1 victoire, 8 défaites. New York Jets, 2 victoires, 7 défaites. Celui-là, il n'est pas super glamour. C'est bizarre qu'on ne l'ait pas mis en match de la semaine. Ouais, c'est vrai. On pourrait des fois, pour parler de ces équipes dont on parle jamais. Ouais, faire un focus draft. Important. Oui, parle pour toi. Problème pour les Redskins, New York est la 2e meilleure défense au sol. Quand tu sais que Adrian Peterson est à peu près la seule arme offensive que tu as, du coup ça réduit un peu le champ des possibles. Tiens d'ailleurs, Le'Veon Bell versus Adrian Peterson, tu prends qui aujourd'hui? C'est une question sérieuse que tu me poses? C'est une question sérieuse que je te pose aujourd'hui. Le'Veon Bell quand même, même si en effet il n'est pas aidé par sa ligne offensive depuis le début de la saison. Franchement, c'est délicat. Forcément, j'aurais plutôt tendance à aller vers les Jets parce que très clairement, les Redskins, c'est pas la nomination de Bill Callahan en tant que head coach intérimaire qui a l'air de changer la donne. Il change de quarterback au fil des semaines, même si a priori c'est Dwayne Haskins qui finira la saison.
Mais offensivement, on ne sent pas d'énergie, on ne sent pas grand-chose du côté de cette équipe de Washington. Et c'est un petit peu préjudiciable. Ce qui peut les maintenir à flot sur ce match-là, c'est si la ligne défensive arrive à mettre en difficulté la O-line, ce qui ne me paraît pas totalement farfelu non plus, C'est parce faisable. que la ligne offensive des Jets, voilà quoi. Mais bon, il y a quand même... C'est un peu plus complet du côté des Jets, ou un peu moins du côté des Redskins. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à aller vers New York. Moi, j'ai pris les Redskins pour deux raisons tout à fait logiques, enfin, en tout Tu cas n'aimes pas les Jets. factuelles. Les Redskins sortent de bye week et ils sont à domicile. Voilà. Ça se tient. Dans ces matchs-là, j'avoue que je m'appuie sur des faits sûrs. Tampa Bay Buccaneers 3 victoires, 6 défaites et New Orleans Saints 7 victoires, 2 défaites. Les Saints ont battu les Buccaneers en semaine 5. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils peuvent gagner cette fois-ci, les Buccaneers? Le fait que les Saints aient pris un coup au moral après avoir perdu contre l'Ogre Atlanta la semaine dernière. D'accord, super. Non, après, on sait que c'est, encore une fois, c'est vrai que Tampa Bay, ces dernières années, c'est pas une équipe qui réussit énormément à New Orleans. Il y a Ils sont casse-pieds. 2-3 matchs qui leur prennent ici et là sur des rencontres à enjeu en plus où les Bucks jouent un peu plus libérés. Là, en Ouais, c'est l'occurrence, je pense que la pression elle sera quand même beaucoup plus du côté des Saints sur cette Complètement. partie-là. Et on peut dire ce qu'on veut sur Jameis Winston. Il y a énormément de déchets dans son jeu, mais Allez. il produit en termes de yards. Ça, c'est le grand problème de ce joueur-là, c'est que voilà, tu vois, lui, tu vois, c'est un mauvais Russell Wilson. Et c'est le côté maléfique de C'est Russ. le magicien sombre. Voilà, c'est ça. C'est que lui, la facétie, il l'a, mais Il fait disparaître les ballons. elle se croise avec son daltonisme. Donc c'est un mauvais mélange. Terrible. Mais non, honnêtement, blague à part, voilà, ils sont capables d'être mis en difficulté contre la passe, les Saints, je le dis, je le répète. Atlanta les a quand même un petit peu enquiquinés dans ce registre-là également la semaine passée. Donc, si c'est un match à points, Tampa Bay aura très clairement ses chances. Après, voilà, l'équipe des Saints reste plus armée, plus en capacité justement de ne serait-ce que défensivement de maîtriser le jeu au sol et de mettre cette pression sur Jameis Winston qui est capable de lui faire perdre les pédales, comme il l'a montré du côté de Londres il y a quelques semaines de ça. Est-ce que tu trouves que le retour de Breeze est un peu précipité? Non. Non. Franchement, après, voilà, on va prendre le match contre Atlanta où en effet il a quand même voilà. été beaucoup mis sous pression. C'est plus sa ligne qui vraiment l'a abandonné sur ce match-là. Bon, très franchement, je ne suis pas sûr Non, que ce soit le cas. Michael Thomas est toujours performant quand il est là. De toute je vois façon. pas trop de problème. Saints pour nous deux. Voilà pour les matchs de 19h. Il y a quand même une belle série. À 22h05, San Francisco 49ers, 8 victoires, 1 défaite. Arizona Cardinals, 3 victoires, 6 défaites, 1 nul. Et même si les Cardinals et Murray sont fun à voir, les 49ers ont l'air d'être en mission quand même. La victoire face à Seattle était assez impressionnante. Moi, j'ai regardé le match. C'était en direct? Non, c'était la nuit. Donc La j'ai pas regardé défaite, en tu veux direct. dire? La défaite. Ils ont perdu, les Niners. Oui, pardon. Dans la défaite. Il y a Camille qui t'a regardé. Ouais, c'est ça. Alors oui, c'était. Coupez son micro, Camille. Je la refais. Dans la défaite, ils étaient impressionnants. Ouais. Alors oui, Emmanuel Sanders incertain, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors, Sanders incertain. Ce qui est un peu plus embêtant pour San Francisco, en plus contre l'équipe d'Arizona qui a du mal contre les tight ends, c'est possiblement l'absence de George Kittle qui est quand même très très incertain sur ce match-là. Je crois qu'il ne s'est toujours pas entraîné de la semaine. Oui. Donc ça me paraît assez mal engagé. Après, on a vu que Joe Howard avait marqué un TD contre Arizona. Donc peut-être que le tight end backup, Levin Tout est Toilolo, va possible. se révéler Tout est et leur mettre un possible. TD également. Mais Mettez une pièce là-dessus. c'est vrai que cette défense contre la passe d'Arizona est un petit peu problématique. Et ne serait-ce que le match-up entre la O-line des Cards et le pass rush de San Francisco qui est quand même 10-15 fois meilleur que ce qu'on a pu voir l'année dernière, Largement. avec des menaces qui peuvent venir de partout. Un Harry Armstead qui performe cette année, par exemple, ça sort de nulle part. Donc c'est sûr, je pense que rien que ça devrait permettre à San Francisco de se remettre dans le bon sens. Il y a un petit duel à distance quand même entre Nick Bosa et Chandler Jones. Chandler Jones qui est le meilleur sacker de la NFL aujourd'hui. Ouais. Co-meilleur. Oui, ils sont à 10 et demi. Je sais plus avec qui, mais il est à 11,5, je sais plus avec qui non plus. Mais toujours est-il que ça va être sympa. Les QB dans ce match n'ont qu'à bien se tenir. Dimanche à 22h25, Oakland Raiders 5 victoires, 4 défaites. Cincinnati Bengals 0 victoire, 9 défaites. Heureusement qu'il y a les Bengals quand même pour qu'on ait encore une équipe à 0 victoire. Sans eux, ce serait plus triste. C'est pas sur ce match-là que la série de défaites va s'arrêter a priori. Il y a peut-être le retour de Jay Green, non, à Cincinnati. D'accord. J'ai dit peut-être. Convainc-moi. Non, mais même le backfield défensif d'Oakland, il est pas ouf non plus. Non, mais d'accord. Je veux dire, sauf quand Philippe Rivers lance des pizzas, mais bon, il me semble qu'aux dernières nouvelles, le backfield, c'est pas le point fort des Raiders.
Après, non, très franchement, sur ce match-là, bien entendu que la dynamique, elle est plutôt du côté d'Auckland. Auckland en plus. Voilà, on a vu que les lignes Ferrell s'était bien chauffé justement contre Los Angeles. Donc là, contre une O-line de Cincinnati qui est aux abonnés absents depuis le début de la saison, ça risque de se compliquer un petit peu. Pas que cette saison. Hein. Voilà. Il n'y a pas de sac du côté. Enfin, il n'y a pas grand-chose en fait. Si tu regardes statistiquement, il n'y a pas grand-chose qui te pousse à te dire. Voilà, hormis Ryan Finlay qui se transcende. Super Saiyan. Ouais, bravo, je vois pas énormément d'arguments pour aller vers Cincinnati, donc oui, j'irais plutôt vers Auckland dans l'occurrence. Auckland pour tout le monde. Philadelphia Eagles, 5 victoires, 4 défaites. New England Patriots, 8 victoires, 1 défaite. C'est le remake, c'est la revanche. Est-ce que pour la blague, tu fais un Philly spécial pendant le match ? Peut-être que ça a traversé l'esprit de Doug Peterson. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont rigolo, en position pour se le permettre. Mais tu me diras, au Super Bowl, c'était peut-être pas non, forcément la meilleure bon, position. alors, les deux équipes sortent de bye week, donc ils sont bien préparés. Est-ce que, accrochez-vous à sur quoi vous êtes assis, est-ce que c'est fou de penser que les Eagles sont la meilleure attaque dans ce match ? Je ne sais pas si c'est fou. Maintenant, vu ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, sur le papier, je trouverais ça quand même un peu osé. Même sur le papier, il y a quand même des trucs qui interrogent. Il y a une ligne qui est très en difficulté, un jeu au sol qu'on n'arrive pas à trouver, un poste de receveur, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Un Arcega-Whiteside qui joue toujours pas, le rookie de Stanford. On va dire qu'hormis Zach Ertz et à un moindre degré Alshon Jeffrey, Carson Wentz bien entendu qui essaie de se dépatouiller au milieu de tout ça. Franchement, la ligne offensive des Pats, de par notamment quelques blessures et pas dans les standards qu'on connaît ces dernières années, j'aurais quand même, si je dois choisir une attaque, j'aurais quand même plutôt vers New England. Très bien. Et alors, la défense du coup, parce que sur ce match-là, en l'occurrence, celle des Patriots est largement devant en termes de statistiques. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils gagnent ce match ? Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'ils gagnent son match, parce que je n'ai pas donné mon pronostic. Mais en tout cas... Est-ce que c'est là-dessus qu'ils peuvent gagner ce match ? Comment je te coince ? Oui, tu essaies de casser mes arguments, c'est ça ? Un peu ? Non, alors, pour enchaîner, je pense que les Eagles, sur ce match-là, ils peuvent quand même générer suffisamment de pression. Je pense, encore une fois. Brady n'aime pas, on le répète depuis que ce podcast Brady existe. n'aime pas, on est d'accord là-dessus. Après, c'est sûr que forcément, le back seven, si je peux l'appeler ainsi, sera une donnée non négligeable parce qu'il va falloir maîtriser notamment quelques flèches dans les tracés intermédiaires. Et ça, en effet, du côté de Philadelphie, il va falloir qu'il y ait une certaine discipline, il va falloir que Jim Schwartz trouve certaines réponses pour réussir à contrecarrer ce jeu offensif. Et je te rejoins forcément, ça aussi, depuis le début de la saison, et de ce que montre New England très clairement d'un point de vue standard défensif, là aussi, ça penche plutôt vers les Patriots. Alors, pourquoi choisis-tu de jouer les Eagles ? Parce que les Eagles, de toute façon, on sait que ça joue dans le mental. Je le dis, je le répète, c'est un match qui joue à la maison. Tu l'as dit, ils seront aussi en bye week. Bravo. Tu soulignais en off que New England, en sortie de bye week, ils sont pas bons à prendre. C'est recevable à 100%. Je me souviens pas. Écoute, voilà. Ils n'ont pas dû en perdre beaucoup, en tout cas, en sortant d'une semaine où ils étaient exemptés. Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense qu'au mental, encore une fois, en voyant en plus en parallèle les déconvenus de Dallas qui perd des matchs qui sont quand même à sa portée, je pense que on est sur un virage, on va dire, du côté de Philadelphie où s'ils gagnent ce match, il y a peut-être déjà la perspective de play-off, ou en tout cas de vraiment pouvoir enfin y croire cette saison. Et c'est pour ça que d'un point de vue mental, d'un point de vue boost, on va dire, j'irais sur Philadelphie. Ils ont l'étincelle de plus, ça se tient, ça va être un match sympa aussi à regarder. Moi je prends les Patriots, mais ça se tient, les deux se tiennent. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, le Sunday Night Football entre les Los Angeles Rams à 5 victoires, 4 défaites et les Chicago Bears à 4 victoires, 5 défaites. Wow. Attention à la défense des Bears. Alors, on est d'accord que théoriquement, cette équipe de Los Angeles, qui, on le rappelle, est finaliste du Super Bowl, ça se dit finaliste du Super Bowl, je suis pas sûr. Bon, qui a joué le Super Bowl l'an dernier et qui l'a perdu. Mais il va pas falloir être trop relâché quand même. Les Bears leur ont souvent posé des problèmes. D'ailleurs, le dernier match entre les deux équipes a été gagné par les Bears. C'était avec une attaque des Rams qui avait bien galéré. C'est vrai, c'était à Chicago, mais voilà. Comme tout à l'heure, il y avait un petit duel entre Nick Bosa et Chandler Jones. Là, il y a quand même Mac versus Donald. On peut raccourcir McDonald. Merci à tous. On peut terminer le podcast là-dessus. Non, on ne peut pas. Non, mais voilà. On est d'accord, sur le papier, les Rams sont favoris, mais cette équipe des Bears est loin d'être évidente à manœuvrer.
Alors c'est ce que je disais, l'attaque des Rams en effet elle peut de nouveau être gênée par cette défense de Chicago, très clairement, avec encore l'absence de Brandon Cooks au poste de receveur, donc ça fait quand même une menace en moins pour Jared Goff qui n'est pas étincelant depuis le début de la saison. C'est loin d'être un euphémisme. Voilà, exactement. Maintenant, je pense que la défense de Los Angeles a quand même la capacité de maîtriser Chicago. Ils ont un des meilleurs linebackers, on va dire, en couverture, à savoir Corey Littleton. Donc je pense que pour maîtriser des running backs qui aiment bien sortir, notamment Tariq Cohen, je ne suis pas sûr que c'est ce qui va leur poser le plus de problèmes. Jalen Ramsey pour s'occuper d'Allen Robinson, je ne suis pas très inquiet non plus. Donc honnêtement, je ne suis pas sûr que ce sera un match à 40-35, mais je vois quand même les Rams s'imposer de manière assez confortable sur cette rencontre. Moi aussi. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 à Mexico City, on l'a dit, Los Angeles Chargers 4 victoires, 6 défaites, Kansas City Chiefs 6 victoires, 4 défaites. On a tous les deux pris les Chiefs de mémoire. C'est ça. Voilà pour toutes les affiches de la semaine 11. On passe tout de suite aux meilleures cotes.